Bonsoir. Dans ce 72e numéro de Cybernétique, nous sommes au Centre international de conférence de Bamako et CICB pour vous parler ce soir de ce qu'on appelle la digitalisation. Oui, la digitalisation à travers le salon Mali Digital Awards. Oui, des jeunes maliens qui se sont donné la main pour tenter de valoriser ce qu'on appelle l'innovation technologique au Mali à travers ce salon digital. Ce soir, focus sur ce salon Digital Awards, un salon dédié à l'innovation et à la technologie au Mali. Nous allons parler de ce qu'on appelle la modernisation de l'administration. Notre reporter Awama Kamara est allé au niveau de la Direction nationale de l'état civil pour être au cœur de ce qu'on appelle la numérisation de l'acte civil. Aujourd'hui au Mali, on a la possibilité de numériser plus de 2000 actes civils. Désormais, tous les actes sont numérisés dans une base de données au niveau de la Direction nationale de l'état civil. Awama Kamara nous en parle. De nos jours, le numérique occupe chaque espace de la vie des citoyens et le besoin que les services administratifs se mettent au pas est évident. Ainsi, les ordinateurs, smartphones et tablettes deviennent des interfaces de choix. Certains services encore à la traîne concernant le volet administratif se doivent d'épouser le rythme. Objectif, faciliter l'accès à l'information aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers grâce aux technologies numériques. Nous sommes à la Direction nationale de l'état civil. Ça grouille dans tous les sens. Les tâches sont bien reparties. 1200 actes de naissance doivent être scannés pour la journée. Un long processus, mais réalisable en quelques minutes grâce au numérique. Le premier volet consistera à faire la saisie. Voici les fichiers PDF, l'acte. Et puis ça, c'est la colonne, fichier Excel. On regarde l'acte de naissance, ou bien l'acte de mariage, ou bien l'acte de décès. Les trois actes de l'état civil. On regarde et puis on fait la saisie. Ce qu'on voit, on saisit ici, dans les champs Excel. Je suis en train de contrôler les actes saisis par les saisisseurs. Je regarde les champs de saisie, je regarde si la personne qui a saisi a bien fait. Donc je regarde ligne par ligne, je regarde le numéro de l'acte de naissance, je regarde ça, si c'est conforme à ce qui est sur l'acte, donc je valide. Les cases cochées, ça veut dire que c'est bon. Quand c'est bon, je coche en vert. Mais quand ce n'est pas bon, je laisse la case vide. Ce n'est pas tout. Après ce processus, place à la numérisation et bien d'autres. Ce sont les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de décès. Donc notre travail permettra à ces documents de les numériser pour les informatiser, afin de les bien archiver. Ici, c'est le site central, là où nous faisons l'indexation et le contrôle. Nous avons 3 niveaux d'étage où il y a des indexeurs et des contrôleurs. Donc on a des équipes de numérisation qui descendent sur le terrain, que ce soit dans les régions à Bamako. Ils descendent, ils font la numérisation des actes qui se trouvent dans les centres et nous les acheminent jusqu'au site central. Donc ici, nous faisons un traitement préalable avant de le mettre à la disposition des indexeurs. Donc quand les indexeurs finissent d'indexer, ça va chez les contrôleurs qualité, qui vérifient si l'indexeur n'a pas fait d'erreur sur les champs qu'il a indexés, avec possibilité de retourner ces documents à l'indexeur. La transformation numérique de ce système évolue à grands pas. C'est grâce au travail acharné de toute une chaîne. Le but, c'est d'éviter la fraude et remplacer le système laborieux, rigide actuel par un système bien plus facile d'utilisation pour les citoyens et les gestionnaires. En numérisant, nous sécurisons les registres de l'état civil. Vous savez, c'est des documents papier qui peuvent être détériorés, qui ne sont pas à l'abri des intempéries. Donc, en les dématérialisant, nous sécurisons tous ces documents-là. Dans un second temps, le Mali est en train d'aller vers la modernisation de son système d'état civil. Donc, la digitalisation de ce processus veut qu'en amont, nous puissions dématérialiser tous les registres de l'état civil, de sorte que lorsque nous allons l'État malien va mettre en place son système d'information sécurisée de l'état civil,
ces registres-là puissent être dématérialisés, puissent être mis à la disposition des centres d'état civil. Cette digitalisation viendra sans doute pallier d'énormes difficultés. Il y a certains registres qui sont incomplets. Il y a des registres dont la complétude des informations n'est pas assurée. Ça veut dire que vous avez des actes où il n'y a peut-être pas la filiation, des actes où il n'y a peut-être pas les dates de naissance des intéressés. Et il y a des registres aussi qui sont incomplets et souvent des registres qui n'existent même pas. C'est dans une base de données que les documents sont stockés, le tout sur un réseau virtuel VPN sécurisé. Le travail est vraiment fait dans un cadre très sécurisé. Il faut dire déjà que dès que les données sont scannées dans le centre d'état civil, nous avons mis en place avec notre opérateur ETDS qui a été sélectionné pour accompagner la Direction nationale de l'état civil dans cette opération de numérisation. Donc, dès qu'on numérise les actes, on a mis en place un VPN qui permet de transférer de façon sécurisée les données du site de numérisation vers le data center qui est au niveau de la DENEC. Donc, de ce point de vue, les données sont entièrement sécurisées durant tout le processus. Civipol, la structure de mise en œuvre, met les bouchées doubles. D'énormes campagnes de rattrapage pour les enfants de moins de 15 ans sont prévues également. Les campagnes de rattrapage consistent à donner des actes de naissance et de jugement supplétifs aux enfants qui n'en ont pas. L'objectif est d'interconnecter au fait les différents acteurs. Et au niveau de la direction de l'état civil, nous voyons directement dans l'application que les jugements sont rendus. Et les actes de naissance sont aussitôt générés par une application informatique qui est appelée application campagne de rattrapage. Une fois que ces actes de naissance sont générés, c'est envoyé au niveau de l'imprimaire et imprimé sous le format registre où les actes sont confectionnés avec le numéro NINA du bénéficiaire là-dessus. Et après la signature de ces actes-là, ces actes sont remis aux bénéficiaires par l'intermédiaire des ONG qui les ont identifiés auparavant. Au départ, ça permet de faire recherche sur le nom et prénom d'une personne. Je prends l'exemple Mohamed Berté. Je lance la recherche. Voilà, Mohamed Berté est là. Ça trouvait que le statut est déjà dans l'application. Au niveau du tribunal, c'est un statut conforme. Donc on vérifie l'information. Ça trouvait que le tribunal a déjà la requête collective. Il vérifie si Mohamed Berté qui est sur la requête est effectivement ce qui est dans la base de données. Si c'est dans la base de données, il valide. Après, le tribunal met le numéro du jugement supplétif dans l'application, c'est-à-dire le numéro contenu et la date d'audience. Donc je mets la date d'audience et le numéro. D'accord. Une fois fait, le tribunal vérifie les informations du témoin. Il vérifie si l'information du témoin est bien insérée dans la base de données. Si c'est inséré maintenant, le tribunal peut procéder maintenant au jugement supplétif du bénéficiaire. Donc à travers un clic seulement, il numérise le jugement supplétif au fait de bénéficiaire. Donc le temps de génération peut prendre au moins 5 secondes. Donc une fois, voici le tribunal, c'est généré, le numéro que j'ai mis, le numéro 14, l'audience publique du tribunal, c'est un exemple du tribunal de grande instance de Sikasso. Voilà, le nom du président est là, Cheikh Toudoua Nialé, le greffier en chef, Maki et le bénéficiaire. Donc ça génère le PDF en deux, la minute et l'extrait du jugement supplétif. Une fois que le tribunal imprime ça directement, le tribunal, par l'intermédiaire de la même application, indique à la direction qu'ils ont déjà fait le jugement supplétif du bénéficiaire. Et ils changent son statut en statut JS conforme. Et c'est à ce moment que la direction nationale d'état civil procède à l'établissement de l'acte de naissance du bénéficiaire. Et ça aussi à travers la même application qui est interconnectée. Voilà. Et voilà l'exemple d'un acte de naissance du même Mohamed Berté qui est fait, bien sûr. Voilà. C'est avec ces informations. L'acte numérique. Voilà. Donc nous avons un exemple parfait de cette ici imprimé déjà, de l'acte imprimé. Je ne sais pas si vous voulez voir. Voilà, bien sûr, avec le numéro NINA du bénéficiaire là-dessus. Alors ça, c'est la plus grande révolution qu'on vient de faire parce que cette application permet de mettre le numéro NINA du bénéficiaire, c'est-à-dire sur son acte de naissance. Voilà, voici son numéro NINA là-dessus, ces informations
sont là-dessus et ça va être signé par le maire. Et ce document est sécurisé, c'est fiable, c'est dans une base de données, un canal bien sécurisé au niveau de la Direction nationale d'état civil qu'on peut remettre aux bénéficiaires via l'intermédiaire des ONG. Des actions sont en cours à travers le pays, par exemple dans les régions comme Sikasso, Ségou et Koulikoro. La phase pilote a été lancée en 2020 avec 150 000 extraits numérisés et pour 2022, les agents visent 5 millions. Alors partons au niveau de la télémédecine. Ce soir, nous allons vous parler de ce qu'on appelle la chirurgie moderne. La chirurgie moderne à travers un dispositif qui va vous permettre de pouvoir procéder à l'opération sans ouvrir le ventre. Oui, grâce à la technologie, grâce à l'innovation technologique, désormais la médecine a évolué. On n'a plus besoin de faire l'opération de façon locale, mais cette fois-ci, découvrir ou sinon détecter la maladie et procéder à l'opération sans pour autant ouvrir le ventre. Notre reporter Awa Sidibé nous en parle. Les technologies de l'information et de la communication TIC sont devenues des instruments indispensables dans nos vies. De ce fait, presque tous les domaines s'y sont intéressés et la médecine n'échappe pas à cette règle. L'urologie ou la médecine qui se base sur les traitements des voies urinaires, notamment celui de l'appareil génital masculin, a connu une grande révolution grâce à des nouvelles machines qui permettent d'opérer un patient sans pour autant l'opérer. Il s'agit là de l'endoscopie. On utilise une source vidéo pour avoir accès à l'intérieur de l'organe où on a besoin ou à l'intérieur du corps pour faire telle ou telle chirurgie. En urologie, le premier motif de consultation en urologie, c'est les problèmes de prostate. Donc, et ces problèmes de prostate, il y en a deux types. Ça peut être un cancer de la prostate ou bien un adénome de la prostate qui est la plus fréquente. À partir de l'âge de 45 ans, déjà cette pathologie se manifeste par des troubles urinaires et autres. Donc, s'il y a des signes de complications, c'est-à-dire qu'il y a une indication opératoire. Donc, il y a plusieurs modes de chirurgie qui s'offrent à nous. Avant, on faisait ce qu'on appelle la chirurgie ouverte, une adénomectomie classique. Mais actuellement, avec la technologie qu'on a, on a la possibilité d'utiliser un courant électrique sous contrôle vidéo, c'est-à-dire sans incision. On passe par les voies naturelles, accéder à la prostate, essayer de faire soit de couper la prostate en petits morceaux et puis évacuer par les voies naturelles et le patient il rentre à la maison avec une miction satisfaisante. Maintenant, on a la possibilité de faire aussi ce qu'on appelle la vaporisation. La vaporisation de la prostate, c'est quoi? En ce moment, on n'a pas de débris. Donc, on rentre avec un appareil qu'on appelle un récepteur et en utilisant le courant. Actuellement, le courant qu'on utilise, c'est un courant bipolaire. Dans le domaine de la chirurgie, 3 grandes opérations de différentes pathologies peuvent être effectuées à l'aide de l'endoscopie. Nous faisons actuellement 3 grands groupes de chirurgie en utilisant ces différentes techniques. Et généralement, c'est des techniques de vidéo-endoscopie, c'est-à-dire les chirurgies endoscopiques pures. Ces chirurgies endoscopiques ça va de la chirurgie de la prostate à la chirurgie de l'urètre, la chirurgie des calculs, c'est-à-dire en utilisant souvent un laser ou bien un lithoclasse pneumatique pour casser les calculs. Maintenant, il y a la chirurgie laparoscopique qui est récent en urologie, mais qui était utilisée autrefois par les digestifs, au point G notamment. Et puis, il y a la chirurgie robotique qui n'est pas disponible au Mali. Cette machine de dernière génération, d'après les spécialistes, est au point de la technologie. Elle représente bien moins de risques de complications cliniques. Cette chirurgie est une chirurgie vraiment moderne. Et pour vous dire que c'est vraiment de la technologie, c'est pour vous expliquer que la machine qu'on utilise actuellement ici, c'est une machine de dernière génération, c'est de l'autocon 3400. Et cette machine, c'est une machine intelligente en fait. C'est-à-dire que quand je pose mon électrode sur la prostate, il permet de calculer la profondeur de la coupe et de la vaporisation. Donc, il est intelligent. Donc, si je dois faire une petite perforation, la machine est capable d'arrêter. Donc, c'est ça l'intelligence de la machine. Et il permet de calculer la dose ou bien la puissance de courant électrique qu'il faut donner à ce tissu pour couper le tissu.
augmenter le taux de la chirurgie endoscopique tout en épousant le rythme de l'avancée technologique est bien possible. Cependant, une réelle implication des autorités permettra d'enregistrer de meilleurs résultats. Nous avons la chance d'étudier ces nouvelles techniques dans différentes universités à travers le monde et on a eu la chance d'apprendre plusieurs techniques qu'on peut offrir aux Maliens ici. Donc, on pense qu'on peut aller, si on a des équipements, c'est-à-dire que c'est surtout d'avoir plus d'équipements sur le plan endo-urologique et puis même la laparoscopie, je pense qu'on peut faire mieux. On peut arriver à 90-99% de chirurgie endoscopique. Le monde tend de plus en plus vers les TIC. Leur parfaite maîtrise nous permettra dans les jours à venir de trouver des solutions idoines à plusieurs problématiques. Dans ce 72e numéro de cybernétique, nous sommes au Centre international de conférence de Bamako et CICB pour vous parler ce soir de ce qu'on appelle la digitalisation. Oui, la digitalisation à travers le salon Mali Digital Awards. Oui, des jeunes Maliens qui se sont donné la main pour tenter de valoriser ce qu'on appelle l'innovation technologique au Mali à travers ce salon digital. Ce soir, nous allons faire un focus effectivement sur ce qu'on appelle l'innovation et la transformation digitale au Mali. Notre reporter Astansto va nous parler effectivement de ce salon, faire un focus sur les différentes innovations, mais aussi faire un focus sur les différents acteurs de ce salon. Les problématiques de la transformation digitale ainsi que celles de l'innovation ont été au cœur de ce deuxième rendez-vous du numérique. Les acteurs et participants de la deuxième édition du Mali Digital Awards se sont penchés sur les différents aspects de l'écosystème numérique. Et les grandes entreprises pourvoyeuses de solutions numériques n'ont pas manqué le rendez-vous. Accompagner cet événement est tout naturel pour la Société malienne de transmission et de diffusion du Mali. Nous avons toujours été présents dans les grands événements du numérique depuis notre création à ce jour en ce qui concerne les événements du numérique et du digital dans notre pays. Mali Digital Awards se veut un espace d'échange et de promotion du numérique. Qui parle du numérique est bien conscient qu'il faut qu'il y ait des infrastructures du numérique. Les plus hautes autorités du Mali ont réfléchi et dans leur réflexion stratégique de la conduite de la politique nationale du digital au Mali, ont décidé de la mise en place d'une société nationale d'infrastructures, d'où la naissance de la Société malienne de transmission et de diffusion. Nous avons pour rôle et pour mission l'entretien et l'exploitation à des fins commerciales de tout ce qui concerne, en tout ce qui concerne du moins les infrastructures du numérique et du digital du Mali. Donc raison pour laquelle naturellement nous accompagnons cet événement à caractère numérique. La communication aujourd'hui c'est la base du développement. Sans communication il n'y a pas de développement d'abord. Et la communication sans le numérique aussi il n'y aura pas de développement. Donc les deux vont ensemble. Donc nous évoluons déjà dans le domaine de la communication pour le développement et l'organisation de cette journée nous permet aussi de nous mettre à niveau par rapport au numérique. Parce qu'actuellement, si une structure n'est pas connectée vers le numérique, la structure ne peut pas évoluer. Le monde avance, on avance avec le monde. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'être parmi les communicateurs du numérique. Parlant de développement, les acteurs du numérique à travers différents panels ont édifié les participants. Le village planétaire que devient le monde grâce à la numérisation a largement été débattu. Ainsi, les idées innovantes en matière de développement, mais propres au Mali, ont pu être notifiées afin que le Mali épouse le rythme de l'avancée technologique. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali va pour le développement du pays et le développement de notre pays ne peut pas aller sans le digital. Et quand on parle de digital à cette période de crise des géopolitiques mondialisées, la souveraineté n'est pas qu'alimentaire, elle n'est pas que sécuritaire, elle n'est pas qu'économique, elle est aussi numérique. Nous pensons que c'est un métier qui est transversal, donc ça veut dire que quel qu'en soit le métier qu'on veut faire, quel qu'en soit le type de développement que nous voulons apporter, nous pensons par le numérique qui est transversal. Et aujourd'hui, le plateau que nous offre aujourd'hui cet événement de Mali Digital Awards montre comment l'écosystème malien évolue, comment l'écosystème malien a un rôle à jouer et comment nous pouvons améliorer dans notre pays un système pour nos start-up, nos jeunes entreprises, mais aussi comment pousser la jeunesse à aller vers les nouveaux métiers. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la conférence, la plupart des métiers de 2030
centres n'existent pas encore, il va falloir les créer. En tout cas, il va falloir que notre pays adapte son système éducatif à ces nouveaux métiers-là. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse malienne elle est consciente de cela, les autorités sont là. Le numérique est une opportunité pour tout le monde. Pour ceux qui peuvent savoir, on ne parle pas que des grandes entreprises. Qui parle surtout du numérique parle d'opportunités beaucoup plus pour de jeunes entreprises et surtout pour les startups. Donc ces concepts qui sont nés dans les Silicon Valley et qui permettent également à des gens avec le plus de moyens, le plus de coûts bas possible de pouvoir être pourvoyeurs d'entreprises. Le digital est également pourvoyeur d'entreprises. Nous, dans notre politique, au niveau de la SMTD, nous sommes aussi pourvoyeurs d'entreprises. On peut aujourd'hui se dire on peut se qualifier d'être opérateur d'opérateurs grâce à notre réseau qui est assez large et nos partenariats qui sont essentiellement basés sur du B2B. Plusieurs jeunes entrepreneurs s'adressent à nous, que ce soit des FAI ou des jeunes startups quand même qui ont besoin de produits digitaux tels que des services de data center. Tout le monde parle de souveraineté numérique aujourd'hui. Il faut savoir que la SMTD met à disposition de l'ensemble de la population malienne, que ce soit de l'administration publique ou du secteur privé quand même, les opportunités de création à travers ces infrastructures, puisque le numérique est une question très transversale. Justement, pour montrer la transversalité du numérique, Mali Digital Awards pour l'an 2022 a vu la participation d'une dizaine de start-up, toutes œuvrant pour offrir la meilleure solution digitale. Ce soir, nous allons parler avec notre invité, le salon Mali Digital Awards. Notre invité ce soir, c'est effectivement la coordinatrice du salon. Avec elle, Madame Maïga Adam Olegem va nous parler des innovations de ce salon dans cette deuxième édition. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles sont les innovations à ce niveau et pourquoi ils ont tenu à valoriser ce qu'on appelle l'écosystème numérique au Mali. Avec notre invité, nous allons évoquer ces différents canaux, mais également les différents, il y a eu des panels un peu par-ci par-là. Notre invité va planter les décors dans ce numéro de cybernétique. Suivons ensemble. Madame Maïga, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je le disais, alors pourquoi aujourd'hui Mali Digital Awards? Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le Mali a besoin de ce genre de salon pour essayer de booster l'écosystème numérique au Mali? Oui, bien sûr. Mali Digital Awards, parce que déjà, on a besoin de ressources humaines. Comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture du 20 octobre, nous voulons avoir le moins d'analphabètes du numérique au Mali. La première raison. La seconde raison, c'est de pouvoir mettre les talents maliens qui sont là, les quelques experts qui sont là, qu'ils puissent partager leur expérience avec ceux qui ne sont pas dans le domaine. Et la troisième raison, bien évidemment, c'est pour booster l'économie en ramenant des investisseurs au Mali qui pourront investir dans des grands projets d'infrastructures digitales ou technologiques. Donc Mali Digital Awards, c'est vraiment fait pour mettre en lumière les talents et de pouvoir remettre le Mali à l'échiquier international. Alors, nous avons constaté que ce salon, le thème de ce salon, c'est effectivement la transformation, l'innovation, la transformation digitale et l'innovation. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le Mali a de la potentialité pour relever le défi de la transformation digitale? Bien sûr que le Mali a de la potentialité. Je ne sais pas si vous avez visité nos stands, parce qu'on avait pratiquement 16 exposants, tous différents les uns que les autres. Le stand dans lequel nous sommes, c'est un stand qu'on a mis en place sur la réalité virtuelle. Donc nous avons des jeunes Maliens qui ont même fabriqué des robots. Nous avons des jeunes Maliens qui ont même fabriqué des robots et qui ont tourné ici durant les 3 jours du salon. Donc le génie, il est là, le potentiel, il est là. Il suffit juste d'avoir le plus de Maliens formés dans divers domaines pour pouvoir faire ce bond-là dans le train de la nouvelle technologie. Nous avons constaté que les startups sont au cœur de ce salon. Alors, pourquoi vous avez mis les startups au cœur de ce salon? On a mis ces jeunes startups au cœur de ce salon parce qu'on veut les mettre en lumière, non seulement au niveau national et au niveau international. Donc si les gens commencent à voir ce qui se passe au Mali, je pense que
on aura beaucoup de projets qui peuvent avoir des financements et on pourra booster l'économie. Parce qu'on sait aujourd'hui, avec le taux de chômage, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Mais si nous, on arrive à leur montrer la route, le chemin, je pense que ça peut aller pour le Mali. Alors, comment vous êtes parvenu à mobiliser les professionnels de l'industrie du numérique, notamment les structures? STMTD, on peut citer, on peut aussi parler de l'AGETIC. Ils étaient tous au rendez-vous. Quelle a été votre stratégie pour essayer de motiver, sinon de mobiliser et tous ces professionnels de l'industrie du numérique? Tout est parti du fait que déjà, moi je suis passionnée du numérique et des nouvelles technologies. Hormis le fait que je suis ingénieur télécom de formation. Il y a quelques années, parmi 7 pays en Tunisie, j'ai eu le trophée de l'innovation à travers un projet que j'ai mis en place au Mali qui s'appelle SOCALAN, qui est basé sur l'éducation à distance quand la crise du Covid a survenu. Donc, à mon retour, le ministre de l'économie numérique actuel nous a reçus et ça avait trouvé qu'on avait fait déjà la première phase du projet en 2021. Donc nous lui avons expliqué qu'on veut faire la deuxième édition et il était tout emballé. Donc à travers la mobilisation du ministère de l'économie numérique et du fait que nous-mêmes on croit au potentiel malien et la stratégie elle est toute simple, hein. On a fait une première édition très réussie. Donc les images, tout ce qui s'est passé à la première édition était déjà en ligne. Donc on a l'expertise aussi dans tant le côté organisationnel, tant le côté de la maîtrise des différents sujets par les différents speakers. Donc il a suffi juste de leur expliquer le projet. Alors nous allons parler des perspectives. Là c'est la deuxième édition. Alors quelles sont les perspectives? On peut s'attendre à quoi pour la troisième édition? D'ailleurs, je vais d'abord savoir quelles sont les recommandations de cette deuxième édition de Mali Digital Awards. Est-ce que vous avez formulé des recommandations pour permettre à l'État d'avoir ou de renforcer la politique nationale du numérique au Mali? Avant de parler de perspectives, nous avons débattu pratiquement sur 7 panels, 5 keynotes en intervention unique, 3 ateliers de formation. Tous dans le domaine du numérique, des nouvelles technologies, de la transformation digitale de l'administration publique et du domaine privé. Donc il est ressorti dans beaucoup de panels qu'il faut mettre en place un cadre de réflexion dans ce domaine-là, tant dans le côté régulation, tant dans comment est-ce que l'État peut soutenir les entreprises privées à relever ce défi. Exactement. Exactement. Donc nous allons mettre à la disposition de l'État malien un rapport général où il y aura des recommandations. Donc dans ce rapport général-là, je pense que la première des choses qui va sortir, c'est vraiment la mise en place d'un cadre de réflexion mensuel ou bi-hebdomadaire pour mettre en place un système vraiment bien rodé dans ce sens-là, afin de réunir tous les techniciens, qu'ils soient dans le privé, qu'ils soient dans le privé. Le partenariat public-privé. Exactement, renforcer le partenariat public-privé et le partenariat aussi investisseurs-État et investisseurs dans le domaine du privé. Merci beaucoup, Madame Maïga. Merci d'avoir accordé cette interview à l'équipe de Cybermatic. Merci et bonsoir. Merci. Voilà, c'est tout ce soir pour votre émission cybernétique. Comme vous avez constaté, nous sommes au cœur de l'innovation technologique à travers Mali Digital Awards. Oui, on peut dire aujourd'hui que le Mali a épousé le rythme des technologies de l'information et de la communication parce que les professionnels de l'industrie du numérique se sont donné la main pour essayer de booster l'écosystème numérique au Mali. Désormais, des contributions, oui, renforcer le partenariat public-privé, c'est aussi le défi que Mali Digital Awards tente de relever avec le gouvernement malien. Voilà, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, Inch'Allah. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie du programme de l'ORTM. Ensemble, rien ne nous résistera.